Ok, donc salut à tous. Donc j'espère que vos vacances et vos partiels de mineurs se sont bien passés. Donc j'espère que vous êtes assez chaud pour le début du S2 là. Donc, c'est vrai que ça va être plutôt cool pour ce qui est de la biochimie. Ça va être vraiment donc un programme qui va être très allégé. Vous allez avoir 7 cours en tout. Ça va être plutôt tranquille comparé au S1 où le programme était assez dense. Donc on va commencer maintenant donc, par un petit cours donc, d'introduction qui va un peu compléter donc, ce que vous avez vu donc, au premier semestre, parce qu'on va tout simplement parler donc, de la régulation de la glycolyse et de la néoglucogénèse. Vous verrez plus tard que je vais aussi traiter le cours de la régulation sur la glycogénolyse et glycogénogénèse, mais j'ai décidé donc de faire ce petit cours parce que c'est les points les plus compliqués, donc ceux qui méritent donc le plus d'être expliqués de mon point de vue. Donc on fait donc une petite présentation pour la petite rentrée. Donc on a choisi donc le thème donc de Viking, donc cette petite série pour pouvoir donc vous montrer donc notre matière donc de la biochimie. Donc vous aurez donc sûrement un peu plus d'une heure donc de vidéo, donc de présentation donc de cours de biochimie, et on fera une heure donc de questions-réponses. Donc après ce cours, vous pouvez poser donc toutes les questions sur donc le forum. Donc on ouvrira un post pour ça. Et on essaiera donc de répondre à toutes vos questions donc en vidéo, donc poser des questions, donc comme ça on pourra y répondre, on pourra bien expliquer et pouvoir donc tout vous faire comprendre en fin de compte donc de tout ce qui est donc régulation, puisque ça va être donc le point majeur donc de ce deuxième semestre. On va surtout s'intéresser donc à la régulation des différentes voies, que ce soit du métabolisme glucidique, que lipidique, que mitochondrial, etc. Donc déjà, premièrement, donc la régulation donc de la glycolyse et de la néoglucogénèse. On va commencer par des petits rappels donc, du premier semestre. Donc déjà, on rappelle qu'on ne consomme pas les glucides directement, on va donc devoir les dégrader d'abord. Et donc ça va se faire notamment via la voie donc, de la glycolyse. Donc la glycolyse, vous le savez, donc c'est une voie qui est cytoplasmique, elle se déroule uniquement dans le cytoplasme. Elle est très importante, elle est conservée et c'est une voie qui est présente dans toutes les cellules du corps. La glycolyse, elle permet donc la dégradation donc, du glucose en deux molécules donc, de pyruvate. Et en contrepartie, on va avoir donc la néoglucogénèse. Donc la néoglucogénèse, donc, c'est donc la voie reverse donc, de la glycolyse, qui va permettre de reformer du glucose à partir de précurseurs qui sont non glucidiques. La néoglucogénèse, elle, n'est pas présente dans toutes les cellules, elle va se dérouler donc, dans le foie, le rein et l'intestin. Donc tout ça, ce sont des rappels du premier semestre. On rappelle aussi qu'on va avoir deux situations qu'il faut identifier lors donc, du métabolisme. On a déjà donc, la situation postprandiale, donc ça c'est une situation qui va être après une alimentation. On va pouvoir utiliser donc, le glucose qu'on a ingéré donc, par l'alimentation, afin donc, de reformer donc, les stocks de glucose sous forme donc, de glycogène, ou bien faire de l'hypogénèse pour stocker sous forme de triglycérides, et donc apporter donc, de l'énergie aux cellules qui en ont besoin. Donc ça c'est donc une situation postprandiale. On a aussi donc la situation post-absorptive. Donc ça, c'est donc justement donc en situation de jeûne quand on va s'éloigner du repas. Et donc dans cette situation, on va utiliser les réserves et on va aussi reformer du glucose via la voie de la néoglucogénèse. Donc vous avez donc un petit récap donc, sur le diapo donc, des différentes voies du métabolisme glucidique, mais c'est vraiment du rappel du premier semestre. On rappelle aussi que les principaux moyens donc, de régulation d'une enzyme sont via la phosphorylation, notamment donc, via l'insuline, le glucagon, l'adrénaline, ou alors via la stérée, donc c'est donc les principaux moyens auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, premièrement, la régulation donc, de la glycolyse. On sait que la régulation d'une voie métabolique va se faire sur ces réactions qui sont irréversibles. Dans le cas de la glycolyse, ça va se faire donc, sur les exokinases et donc la glucodikinase. Ça va se faire sur la phosphofructokinase 1, donc la PFK1, et ça va se faire sur la pyruvate kinase. On va réguler ces enzymes surtout au niveau de leurs activités. Donc, vous avez donc un petit schéma récap donc, de la glycolyse. Donc je vous laisserai lire ça donc, sur la diapositive que vous pourrez télécharger sur le forum après donc, cette petite vidéo. Mais donc c'est vraiment un récap donc, de la glycolyse et des différentes des différentes réactions qui vont être régulées. Donc, premièrement, on va s'intéresser donc, à la régulation donc, des exokinases. La régulation des exokinases, c'est une régulation qui n'est non spécifique à la glycolyse parce que cette réaction en elle-même n'est pas spécifique à la glycolyse. Donc, pourquoi? Parce qu'on rappelle que
les exokinases vont servir donc à phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate, mais ce glucose 6-phosphate, c'est un carrefour métabolique. Il ne va pas s'engager seulement dans la glycolyse pour partir, par exemple, vers la glycogénogenèse, ou encore vers la voie des pentosephosphates que vous avez vu donc, au premier semestre. Et on fait donc un petit rappel sur les exokinases. On va avoir donc les exokinases 1, 2 et 3 dans la plupart des tissus. Et pour donc les cellules hépatiques et les cellules bêta du pancréas, on va avoir donc l'isoforme 4 des exokinases, qui est aussi appelée donc la glucokinase. Ce qui différencie donc ces différentes isoformes, c'est notamment leur affinité au glucose et leur vitesse de réaction. Et aussi, on va avoir donc leur régulation, parce qu'on va avoir des objectifs différents dans le foie ou le cas auquel on s'intéresse le plus, hors le foie, c'est donc le muscle. Donc ces deux organes vont avoir donc des buts différents dans le métabolisme, donc des régulations différentes au niveau de ces enzymes. Premièrement, on va avoir donc les exokinases 1, 2 et 3. Il va falloir donc un équilibre entre la production et l'utilisation donc de glucose 6-phosphate. Et cela va se faire via la rétroinhibition du glucose 6-phosphate. Cela veut dire qu'une fois qu'on a formé assez de glucose 6-phosphate, on va donc stopper la réaction qui est catalysée par les exokinases parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc notre glucose 6-phosphate, on va imaginer que la réaction produit énormément de glucose 6-phosphate. On n'aura donc plus besoin d'en faire plus, donc notre glucose 6-phosphate va aller inhiber l'exokinase pour du coup ne plus en produire encore, parce que ça ne sert à rien. Donc c'est ce qui est donc marqué à travers donc le petit schéma récapitulatif à droite. Vous voyez qu'on a une rétroinhibition du glucose 6-phosphate qui va venir inhiber la réaction qui va donc le former. Au niveau donc de la glucokinase, ça va être très différent parce qu'on n'a pas cette rétroinhibition du glucose 6-phosphate. Pourquoi on n'a pas cette rétroinhibition? Parce que l'objectif du foie va être donc de diminuer la concentration en glucose après un apport alimentaire, parce que notre but va être donc de former du glycogène. On ne va donc pas réguler donc négativement avec le glucose phosphate pour pouvoir garder du glucose. On va chercher à phosphoryler ce glucose phosphate pour aller former du glycogène. On n'aura donc pas cette rétroinhibition. Mais on va avoir aussi donc d'autres régulations qui vont être spécifiques de la glucokinase hépatique. Premièrement, ça va se faire au niveau donc, de sa transcription. On va avoir donc un point de régulation qui est bien spécifique parce que l'expression de son gène va être inductible à l'insuline. On sait que l'insuline, c'est une hormone qui est hypoglycémiante, c'est la seule hormone hypoglycémiante. Quand on est en situation postprandiale, on va donc sécréter de l'insuline, et donc cette insuline va aller activer la transcription de la glucokinase, et on aura donc plus de glycokinase, et quand il y a plus de glycokinase, dit plus de réaction, et donc phosphorylation qui se fait donc plus rapidement du glucose 6-phosphate. On va aussi avoir donc un deuxième moyen donc, de régulation qui va être donc via la translocation. On va séquestrer l'enzyme dans le noyau. On va en parler donc un peu plus loin. Donc la régulation par translocation. Il faut déjà faire un petit rappel. On sait que la glycolyse, c'est une réaction, enfin une voie métabolique qui va se dérouler donc dans le cytoplasme. Cette réaction catalysée par la glucokinase va se dérouler aussi donc dans le cytoplasme, et donc pour qu'elle se déroule, il faut que notre glucokinase soit présente dans le cytoplasme. Ça paraît logique. Mais on va avoir donc un moyen donc, de régulation via la protéine régulatrice nucléaire. On va pouvoir bloquer la glucokinase dans le noyau. Donc comment ça se fait? Imaginons un cytoplasme avec une glucokinase. Eh bien, on va avoir une protéine régulatrice qui va pouvoir se fixer à cette glucokinase et qui va l'emmener dans le noyau. Et donc, comme elle ne sera plus dans le cytoplasme, cette enzyme ne sera plus active. Donc ça permet notamment, dans le cas où on fait donc de la néoglucogénèse, de ne pas aller directement phosphoryler le glucose qui est produit, parce que ce n'est pas le but de notre néoglucogénèse. On va chercher donc à avoir du glucose et à ne pas le phosphoryler pour pouvoir le garder dans la circulation sanguine et réguler donc la glycémie. Et aussi une forte concentration en fructose 6-phosphate, qui est par exemple le cas de la néoglucogénèse, qu'on va former du fructose 6-phosphate en faisant notre néoglucogénèse. C'est ce qui va permettre donc de lier la glucokinase à la protéine régulatrice. Donc, notre fructose 6-phosphate, d'une certaine façon, va inhiber notre glycolyse parce qu'il va servir à aller séquestrer notre glucokinase dans le noyau et donc la rendre inactive. On va maintenant s'intéresser à la régulation de la deuxième enzyme, qui est donc la phosphofructokinase 1. Et donc,
on se rappelle du premier semestre que cette phosphofructokinase 1, ça sert à réguler donc, le flux entrant de la glycolyse, et on se rappelle que la PFK1, elle est sensible au niveau énergétique de la cellule. On va voir, vous pouvez voir donc dans le tableau récap qui est donc fait par la prof, que cette PFK1, elle a seulement une régulation qui se fait donc via l'allostérie et une régulation qui se fait par le pH et non pas par phosphorylation. Si dans un item on dit que la phosphofructokinase va être par exemple déphosphorylée par l'insuline, c'est totalement faux. Elle est uniquement régulée par allostérie et pH. Donc on va lire donc, le petit tableau récap. Donc on voit qu'on va activer donc, la PFK1 lorsqu'on a donc, de l'AMP. L'AMP, donc, c'est donc un indicateur d'un faible niveau énergétique de la cellule, alors que du coup, elle va se faire inhiber par l'ATP. Donc pourquoi? Parce que si on a beaucoup d'ATP, c'est-à-dire qu'on a un niveau énergétique élevé dans la cellule, on ne va donc pas chercher à faire de la glycolyse pour pouvoir produire l'énergie, puisqu'on en a déjà. Donc on va aller inhiber la PF40, donc inhiber la glycolyse. On voit aussi qu'on va avoir une activation de la PF15 par la fructose 2,6 bisphosphate, donc ça c'est une régulation qui est spécifique au foie, on va expliquer tout à l'heure. On a une inhibition de la PF15 qui se fait par le citrate et une inhibition de la PF15 qui se fait par le pH acide. Donc on va expliquer tout ça. Premièrement, donc la régulation par le pH. Lorsque le pH est faible, quand on est donc en situation d'acidose, on va inhiber la PF40 afin d'inhiber la glycolyse. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que lorsqu'on est donc en situation d'anaérobie, notre glycolyse va produire donc du lactate au final, parce qu'on sait qu'on produit donc du pyruvate, et ce pyruvate ne veut pas utiliser donc la mitochondrie, car en situation d'anaérobie, donc la mitochondrie ne fonctionne pas. Notre pyruvate va donc être réduit en lactate par la lactate déshydrogénase. Et le lactate, c'est un acide, et donc c'est ce qui, par exemple, donne l'acidose lactique. Si on produit trop de lactate, on va être donc en acidose lactique, et l'acidose, ça va être néfaste pour la cellule. Donc lorsqu'on a une baisse du pH, donc en acidose, on va pouvoir stopper la glycolyse afin de ne pas produire encore plus de lactate. Donc on va chercher à stopper l'acidose, à faire remonter ce pH pour ne pas du coup avoir d'effet néfaste sur la cellule. C'est pour ça que la PF15 est régulée par un pH acide. Ensuite, donc, la régulation par l'ATP, donc comme on a dit tout à l'heure, la PF15 est sensible au niveau énergétique de la cellule. L'ATP va servir à deux choses lors de cette régulation, lors de cette réaction. Désolé. Premièrement, l'ATP, c'est un substrat de cette réaction, parce que l'ATP va servir pour phosphoryler le fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate, qui est donc le but de notre réaction catalysée par la PF15. Mais l'ATP va aussi servir à réguler cette réaction et aussi donc à l'inhiber. Donc, la PF15 elle va posséder deux sites de fixation pour ATP. Le premier site, c'est lorsque l'ATP va se fixer lorsqu'il est substrat. Et le deuxième site, c'est le site régulateur, où va venir se fixer l'ATP lorsqu'il est donc en grande concentration pour inhiber la PF40. Mais pourquoi est-ce que l'ATP va venir inhiber la PF40 s'il en est substrat? Tout simplement parce que si on a des fortes concentrations en ATP, on n'aura donc pas besoin de faire de la glycolyse, puisque la glycolyse, son but final, c'est donc de produire de l'énergie. Et comme on est déjà assez d'énergie, on va donc chercher à stopper notre glycolyse. Donc l'ATP va inhiber la PF40, ne plus faire de la glycolyse, puisqu'on a déjà donc, tout ce qu'il nous faut en termes d'énergie. Maintenant, on va s'intéresser donc à la régulation donc, par le citrate. La régulation par le citrate, c'est tout simple. C'est donc une régulation qui va augmenter l'effet inhibiteur donc, de l'ATP. Donc comment ça se fait? Donc, parce que le citrate, on le sait, se produit par le cycle de Krebs ou donc le cycle du citrate. Et il est produit lorsqu'on a donc une forte concentration en ATP. Donc, c'est un peu comme le but de l'ATP, lorsqu'on a trop d'énergie, lorsqu'on est en concentration suffisante en ATP, on va aller produire du citrate. Ce citrate, il va passer du côté cytoplasmique et il va chercher à inhiber la PF40 parce qu'encore une fois, on a déjà assez d'ATP, on a déjà assez d'énergie, donc on ne va pas aller en produire plus. Donc à chaque fois, je vous ai mis donc, des petits schémas récap qui sont tirés donc, de la diapo du prof, donc vous pouvez regarder ça tranquillement lorsque vous téléchargerez donc, la diapo sur le forum qui va être disponible juste après la mise en ligne de la vidéo. Et vous pouvez donc regarder ça à tête baissée. Je ne vais pas aller réexpliquer, puisqu'en fait, ça réexplique déjà tout ce que je dis. Mais vous pouvez toujours regarder, c'est toujours intéressant et un bon récapitulatif. Donc maintenant, on va voir donc, le point de régulation donc, le plus important de la PFK, c'est la régulation via le fructose 2,6 bisphosphate. Pourquoi est-ce que c'est le point de régulation le plus important? Puisque c'est une régulation qui est réciproque entre la glycolyse et la néoglucogénèse. Ce sont des voies
voies reverse. Donc, lorsque la glycolyse va être active, on va inhiber la néoglycogénèse, et inversement, lorsque la néoglycogénèse est active, on va chercher à inhiber la glycolyse. Et le fructose 2,6 bisphosphate, ça va servir à faire ça. Premièrement, il faut savoir que le fructose 2,6 bisphosphate n'est pas un intermédiaire de la glycolyse, et ce dernier il est produit par la phosphofructokinase 2, donc à ne pas confondre avec la phosphofructokinase 1. Donc l'augmentation de la concentration en fructose 2,6 bisphosphate, ça va activer la PFK1, donc activer la glycolyse. En revanche, du coup, ça va faire l'effet inverse pour la néoglucogénèse. Ça va être cette fois-ci la diminution en fructose 2,6 bisphosphate qui va dans le sens de la néoglucogénèse. Donc quand on a beaucoup de fructose 2,6 bisphosphate, ça va activer la glycolyse, et donc du coup, lorsqu'on en aura moins, on va aller donc dans le sens de la néoglucogénèse. Il faut vraiment comprendre que c'est l'inverse entre les deux voies, parce que les deux voies vont être reverse. La PFK2, donc, qui a servi à la formation de fructose 2,6 bisphosphate, c'est une enzyme qui est bifonctionnelle. Elle a deux activités. Elle a une activité kinase, elle prendra donc la dénomination de phosphofructokinase 2, ou elle a une activité phosphatase, et donc dans ce cas, elle prendra la dénomination de fructose bisphosphatase 2. Donc, on peut voir donc, sur ces deux schémas les différentes activités de cette PFK2. Donc, on voit donc, notamment qu'elle va servir donc, à la formation entre fructose 6-phosphate et fructose 2,6 bisphosphate, et comment ce dernier va aller inhiber ou activer la glycolyse et la néoglucogénèse. Donc, c'est des petits schémas récap, encore une fois. Donc, maintenant, on va se mettre donc, dans deux cas. Premièrement, le cas où la glycémie elle est élevée, donc après un repas, ça va être le cas où on va leur enlever. On va réduire notre concentration sanguine donc de glucose, notamment via la glycogénogénèse ou la glycolyse. Donc, on va avoir une sécrétion donc, de l'insuline, qui est donc l'hormone hypoglycémiante, et cette insuline, elle va déphosphoryler la PPA, donc la protéine phosphatase 1, et donc, ça va servir à activer la fonction kinase de la PFK2. Ça va donc servir à produire du 2,6 bisphosphate, qui est donc un effecteur allosterique de la PFK1. Et donc, ça va activer la glycolyse. Donc ça, c'est vraiment un point de régulation qui est très important. On voit ensuite qu'on a donc, en cas donc, de glycémie faible, on va avoir l'effet totalement inverse. On va avoir la sécrétion donc, de glucagon, une hormone hyperglycémiante, qui lui va aller phosphoryler la PFK2 via donc, la PKA. On va avoir une activation donc, de l'activité phosphatase de la FBP2, donc fructose bisphosphatase 2. Et donc, cette activité phosphatase va entraîner donc, la production de fructose 6-phosphate à partir de fructose 2,6 bisphosphate. Et donc, ça va diminuer la concentration en fructose 2,6 bisphosphate. Tout cela va donc inhiber la glycolyse et ça va être donc au profit donc, de la néoglucogénèse. Donc, ça rend donc le point de régulation donc, le plus important entre ces deux voies. Donc, il faut retenir vraiment que augmentation de fructose 2,6 bisphosphate, ça va activer la PFK1, donc activer la glycolyse, et inversement, diminution active la néoglucogénèse et donc va diminuer le rôle de la glycolyse. Et il faut vraiment se caler entre ces deux cas, entre glycémie élevée et glycémie faible, avec sécrétion de glucagon et d'insuline. Donc là, c'est donc une petite diapo récapitulative. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc l'insuline qui va déphosphoryler, qui va aller donc dans un sens, et le glucagon dans l'autre sens, qui va activer la glycolyse, activer donc la néoglycogénèse. C'est donc un schéma récap que vous pourrez totalement regarder sur la diapo plus tard. Donc là, c'est le tableau récapitulatif. C'est vraiment très important d'apprendre ce tableau. C'est un truc à connaître par cœur. Ça résume en fait tous les rôles donc, qui vont pouvoir donc, se faire au niveau donc, de la PFK1 pour pouvoir donc, la réguler. Et chose très importante, c'est que cette régulation par la PFK2, c'est quelque chose qui est spécifique au foie. Ce n'est pas une régulation que vous allez trouver au niveau musculaire. C'est comme ça, donc c'est parce que c'est une régulation qui est réciproque avec la néoglucogénèse, et on ne trouve pas la néoglucogénèse dans le muscle. Donc cette PFK2 est une régulation spécifique au foie. C'est vraiment quelque chose à retenir. Maintenant, on va voir donc la régulation de la glycolyse au niveau donc, de sa dernière enzyme, qui va être donc la pyruvate kinase. À l'inverse de la PFK1, cette fois-ci, c'est la régulation du flux sortant de la glycolyse. Donc, on se rappelle encore une fois dans le premier semestre, on avait détaillé le rôle de ces enzymes. La pyruvate kinase, il faut bien faire attention entre pyruvate kinase hépatique et son isoforme musculaire, parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens de régulation.
Premièrement, on va avoir donc le fructose 1,6 bisphosphate. Donc, on se rappelle qu'il est produit par la glycolyse lors de la quatrième étape, non, désolé, lors de la troisième étape, catalysée par la PF40. Et donc, ce fructose 1,6 bisphosphate, il va activer donc, le flux sortant de la glycolyse. Donc, il va donc être activateur, effecteur allostérique positif de la pyruvate kinase. Et donc, pourquoi ça va se faire? Parce qu'il va donc s'assurer qu'on termine bien la glycolyse, parce qu'on se rappelle qu'une fois que notre glucose a passé cette étape de fructose 1,6 bisphosphate, il va être engagé définitivement dans la glycolyse. Donc, on va aller chercher à finir cette glycolyse. C'est ça qui va être activateur de la pyruvate kinase. On va ensuite avoir l'acétyl-CoA qui, au même titre donc, que l'ATP, va être un signal négatif de la pyruvate kinase. C'est donc à peu près donc, le même système que la PFK1. Notre pyruvate kinase va être sensible au niveau énergétique de la cellule. Et l'acétyl-CoA, c'est aussi donc, un bon moyen, un bon reflet donc, du niveau énergétique donc, de la cellule. Donc ensuite, finalement, on va avoir donc, l'alanine. Donc l'alanine, on se souvient que c'est donc, un substrat donc, de la néoglucogénèse. Et donc, elle va chercher donc, à inhiber la pyruvate kinase parce que, étant un substrat donc, de la néoglucogénèse, elle va chercher à, il va chercher, la cinéminé va chercher donc, à s'introduire dans la néoglucogénèse. Et donc, du coup, ça va être donc, une inhibition donc, de la glycolyse. Et cette fois-ci, c'est encore quelque chose qui est spécifique au foie, parce qu'on n'a, encore une fois, pas la néoglucogénèse au niveau musculaire. Si on dit que l'alanine va réguler la pyruvate kinase musculaire, c'est totalement faux. Il faut compter ça directement faux. Il faut bien faire attention des QCM entre hépatique et musculaire, parce qu'on va avoir pas mal de discordances au niveau de la régulation des différents isoformes des enzymes. Donc, la pyruvate kinase hépatique, elle va avoir aussi quelque chose qui est très spécifique au niveau du foie, c'est qu'elle va être régulée par phosphorylation. Et ça se fait seulement au niveau de l'isoforme hépatique. L'isoforme musculaire n'est pas régulée par phosphorylation. La pyruvate kinase, elle va être phosphorylée par le glucagon, donc l'hormone hyperglycémiante. Donc, qui dit glucagon dit inhibition de la pyruvate kinase. Et en revanche, elle va être déphosphorylée par l'insuline, hypoglycémiante, donc activation de la pyruvate kinase. Il faut vraiment retenir que glucagon, c'est hyperglycémiant, donc on va inhiber notre glycolyse, et aussi le glucagon, dans la majeure partie des cas, va phosphoryler, alors que l'insuline va déphosphoryler. Donc, si jamais vous ne vous souvenez plus entre pyruvate kinase phosphorylée, si celle qui est active ou inactive, vous vous souvenez que insuline, c'est soit en déphosphorylation, glucagon, soit en phosphorylation, et après, vous voyez par rapport au rôle de ces hormones, si ça va activer ou pas la glycolyse. Donc maintenant, on va voir donc, la régulation de la pyruvate kinase musculaire. Donc en fin de compte, c'est tout comme la pyruvate kinase hépatique. À l'inverse, qu'il n'y a pas de régulation donc, de phosphorylation, ni de régulation par l'alanine. Encore une fois, parce qu'on n'a pas de néoglucogénèse dans le muscle. Donc ça, c'était tout donc, pour la régulation donc, de la glycolyse. Vous voyez que ce n'est pas non plus très compliqué, mais il faut bien comprendre donc, le différent rôle des hormones et donc comment elles vont agir sur ces enzymes. Et il faut aussi donc comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a compris tous les mécanismes, c'est vraiment très rapide, vous assimilez tout et vous y arriverez sans problème. Maintenant, on va voir donc très rapidement la régulation donc, de la néoglucogénèse. Cette fois-ci, cette régulation, ça va se faire au niveau donc, de 4 enzymes, parce qu'on se rappelle cette phrase comme quoi la néoglucogénèse va avoir 4 actions spécifiques euh, pour contrebalancer le fait que la glycolyse ait 3 réactions irréversibles. Donc, en gros, par ces 4 réactions, ça va devenir donc, la barre reverse de la glycolyse. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est du rappel donc, du premier semestre. Et donc, cette régulation donc, de la glucogénèse va se faire par 2 systèmes, soit au niveau allostérique, soit au niveau donc, de l'expression de l'enzyme. Au niveau allostérique, on va réguler donc, la pyruvate carboxylase et la fructose 1,6 bisphosphatase, alors qu'au niveau donc, de l'expression, on va avoir une régulation au niveau donc, de la PEPCK et de la glucose 6-phosphatase. Donc, on va détailler tout ça. Donc, premièrement, la régulation donc, de la pyruvate carboxylase. On se rappelle que la pyruvate carboxylase, ça sert à produire donc, de l'oxaloacétate à partir du pyruvate. Cette enzyme va être régulée positivement par de fortes concentrations en acétyl-CoA. Donc, pourquoi est-ce que cela se produit? Parce que quand notre concentration en acétyl-CoA va augmenter, en gros, ça va dépasser la vitesse du cycle de Krebs, c'est-à-dire que le cycle de Krebs ne se voit pas assez rapidement pour notre consommation d'acétyl-CoA. On va donc chercher à avoir moins d'acétyl-CoA, parce que
On en a assez, on en a trop, et donc ça ne sert à rien d'en produire encore plus. L'acétyl-CoA va donc aller inhiber la pyruvate déshydrogénase, donc le complexe de la PDH, et il va activer la pyruvate carboxylase afin que le pyruvate ne produise pas d'acétyl-CoA, mais plutôt produise donc de l'oxaloacétate et continue vers une autre néoglucogénèse. Il faut vraiment voir ça comme si on a trop d'acétyl-CoA, bah, ça ne sert à rien d'aller en produire plus. Donc on va chercher un autre système, enfin on va chercher quoi faire avec notre acétyl-CoA. Et donc, dans ce cas-là, on va transformer notre pyruvate en oxaloacétate plutôt que de former donc, de l'acétyl-CoA par la PDH. En fait, il faut vraiment essayer de faire un truc logique dans sa tête. On va demander à trop, donc on va arrêter on va arrêter donc la production. C'est un truc assez logique. Ensuite, on va avoir donc la régulation donc, de la fructose 1,6 bisphosphatase. Donc, on l'a un peu vu donc, dans la régulation donc, de la glycolyse parce que ça va se faire surtout via le fructose 2,6 bisphosphate. Donc, ça va être une régulation un peu réciproque avec la PFK1 dans la glycolyse. Sauf qu'ici, le fructose 2,6 bisphosphate, c'est un régulateur allostérique qui est négatif de cette enzyme. Le glucagon, ici, va venir phosphoryler la PFK2, et donc elle sera active sous sa forme phosphatase, ce qui va produire du fructose 6-phosphate à partir du fructose 2,6 bisphosphate. Et on sait que le fructose 6-phosphate, il est donc utilisé pour la néoglucogénèse. Donc, ça va servir à, d'une partie, à ce qu'on ait moins de fructose 2,6 bisphosphate, donc moins d'effecteurs allostériques négatifs, donc l'enzyme va mieux fonctionner, et d'une autre partie, à former du fructose 6-phosphate pour pouvoir directement faire de la NJG à partir de cette étape. Donc, c'est gagnant-gagnant dans une certaine situation. Et donc, ça va être donc, tout ça par le rôle du glucagon, donc cette hormone hyperglycémiante qui va former, qui va activer donc, la forme phosphatase de la PFK2 en la phosphorylant. Donc maintenant, pour finir, on va voir donc, la régulation au niveau donc, de la transcription, donc au niveau donc, des deux dernières enzymes, donc la PEP-CK et la glucose-6-péase. Donc le glucagon, il va augmenter l'expression des gènes codants pour la PEP-CK et la glucose-6-péase, donc tout simplement, il va servir à ce qu'on produise plus de ces deux enzymes, et donc si on a plus d'enzymes, on pourra faire cette réaction plus rapidement, donc ça va activer d'une certaine façon nos réactions. Mais aussi, le glucagon, il va inhiber la pyruvate kinase hépatique et bloquer donc, la glycolyse hépatique. Donc, on voit encore une fois qu'on a, faut essayer donc, de bien lier donc, la régulation glycolyse-néoglucogénèse. Quand on va en activer une, on va inhiber l'autre. Donc, c'est le cas donc, dans le glucagon ici qui va augmenter l'expression des gènes pour la néoglucogénèse, enfin des enzymes pour la néoglucogénèse, mais d'une autre part, inhiber les enzymes de la glycolyse. Donc, on ne pourra jamais faire les deux voies en même temps parce que ça ne sera à rien, c'est des voies reverse. Et donc, pour conclure, on voit qu'on a des systèmes de régulation entre glycolyse et néoglucogénèse, donc c'est ce que je suis en train de dire, notamment via la PFK2 qui va servir de régulation au niveau de la PFK1 et de la fructose 1,6 bisphosphatase. Et donc, c'est ce qui va permettre d'activer l'une ou l'autre selon la situation dans laquelle on se trouve et selon les besoins du corps. Et donc, on a donc ce petit tableau récapitulatif qui est très important puisqu'on voit vraiment donc, les points de régulation les plus importants des deux enzymes, des deux voies métaboliques, désolé, et comment est-ce que cela est, comment les deux voies donc, sont régulées entre elles lorsqu'on active une et lorsqu'on en inhibe une autre. Donc voilà, donc c'est tout pour ce cours. Si jamais vous avez donc la moindre question sur ces régulations de glycolyse et de la néoglucogénèse, vraiment vous mettez sur le forum, on fera un post et on pourra tout réexpliquer en détail si vous voulez plus de détails ou réexpliquer, puisque ça fait toujours du bien donc, de l'entendre et parce que la répétition c'est ce qui va vous aider à apprendre. Donc n'hésitez pas à poser la moindre question. On vous répondra donc sous forme donc, d'une deuxième vidéo, comme ça ce sera plus pratique pour nous d'expliquer. Ou alors sur le forum, dès qu'on peut, on répondra. Donc vous aurez donc cette diapo disponible dès la publication de la vidéo et sûrement une fiche en même temps pour pouvoir donc bien commencer donc ce deuxième semestre. Et donc voilà, donc je vous souhaite donc bonne chance pour le prochain cours de la petite rentrée. Donc reprenez bien tranquillement le deuxième semestre et vous verrez que tout va bien se passer. Voilà, voilà.